Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de À vous la parole sur votre chaîne de télévision. Nous sommes le vendredi 7 mars 2025, à quelques heures de la célébration de la journée internationale consacrée aux droits de la femme. La journée internationale des droits de la femme qui a pris les allures de fête depuis plusieurs années dans notre pays. Et demain, ce sera encore la grande mobilisation sur l'ensemble du territoire national. La femme camerounaise qui va dire toute sa satisfaction entre guillemets, d'être justement camerounaise. Mais les questions de l'intégration de la femme se posent toujours à l'approche de la prochaine élection présidentielle. Où sont les femmes? Sont-elles engagées? Sont-elles visibles? C'est un programme qui se tient également après une semaine très agitée, marquée par des incidents de Belgique, où un membre du gouvernement a pratiquement été enfariné par les membres de la brigade anti-Sardinard. Une semaine qui aura connu également les suites de l'affaire Ernest Ouandjé, avec cette question nationaliste, héros ou pas. Plusieurs débats ont été enregistrés ça et là autour de la question, mais c'est également une semaine qui vient en prolongation de la rentrée judiciaire dans notre pays et la justice camerounaise qui reste toujours interrogée. Nous parlons également de la présidentielle, puisque les candidats de plus en plus sont annoncés ou déclarés. Les partis politiques de l'opposition réfléchissent toujours sur d'éventuelles coalitions. Celles qui ont par exemple conduit à l'élection du président Paul Biya en 2018 sont-elles toujours d'actualité? Vous comprenez que celui qui a la parole ce soir aura certainement un mot à dire relativement à tous ces sujets d'actualité. Et nous recevons pour lui donner la parole pendant 90 minutes Maître Jean de Dieu Momo, avocat international, leader politique, président du PADEC, membre du gouvernement et désormais docteur. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean Jersey. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Laissez-moi vous féliciter pour la bonne tenue de Info TV. Je suis heureux de renouer avec cette télévision. J'étais déjà là il y a quelque temps. Oui. Et je vois que c'est une télévision qui a véritablement pignon sur rue, n'est-ce pas, dans le bouquet des télévisions nationales. Et je dois féliciter, n'est-ce pas, son promoteur et les journalistes qui l'animent. Merci, monsieur le ministre. Vous êtes dans ce studio à quelques heures de la célébration, ou la commémoration, ou de la journée internationale des droits de la femme. Au Cameroun, c'est généralement une fête. Demain, 8 mars, on verra les défilés par-ci, les agapes par-là. Est-ce que la femme camerounaise, de votre regard, a toutes les raisons d'être en fête le 8 mars? Ah oui, la femme a toutes les raisons. La femme camerounaise, plus que toutes les autres femmes d'ailleurs. Parce que quand vous parlez de la femme camerounaise, je peux regarder d'autres pays où certaines religions empêchent les femmes d'accéder à tous leurs droits. Et quand je regarde la femme camerounaise, je jette un regard rétrospectif sur nos mamans avant. Et je constate que le Cameroun est en avance dans le monde, dans le traitement qu'il donne aux femmes. Les femmes sont parfaitement intégrées ici au Cameroun, dans la politique, dans les administrations, dans le travail. On ne distingue pas dans l'emploi, selon qu'on est une femme ou qu'on est un homme. Dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, et au ministère de la Justice, nous avons des magistrats, des magistrates, ils ont le même grade, ils ont le même salaire. C'est pareil partout. Dans le Cameroun, la femme est l'égale de l'homme dans l'emploi. La femme est l'égale de l'homme dans toutes les activités sociales et politiques. Il n'y a pas de brimade. Ce n'est pas comme avant, parce qu'on a raison de célébrer cette fête. Avant, les femmes n'avaient même pas le droit de voter. Aujourd'hui, nous avons les femmes maires, nous avons les femmes députées. Je parle d'ailleurs, c'est-à-dire que la lutte des femmes pour obtenir la journée internationale de la femme, qui est le 8 mars qu'on célèbre, c'est parti de haute lutte, où la femme n'avait pas de droit du tout, y compris le droit de voter. Aujourd'hui, non seulement les femmes au Cameroun ont le droit de voter, mais elles ont le droit d'être des candidates. Elles sont ministres, elles sont députées, elles sont sénateurs, enfin, bref, elles occupent tous les postes sans distinction de sexe
ou de jarre. Mais il y a encore les questions de la parité. Le monde idéal serait du 50-50 par exemple au Parlement. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas. J'entends parler de ça, mais chaque chose en son temps. Vous vous adressez à un acteur politique. Oui. Sur le terrain, les femmes ne se bousculent pas pour occuper les postes. Et les hommes sont nombreux qui se bousculent pour occuper les postes. Vous dites aux femmes qu'elles ne sont pas très actives, elles ne sont pas elles-mêmes très engagées. Celles qui sont engagées sont dans les villes. Oui. Vous savez que nous sommes dans un pays qui a une population en majorité rurale. La femme rurale ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous êtes en train de célébrer et le 8 mars et vous faites comme si ça concernait tout le monde. Ma maman qui est au village ne sait même pas de quoi vous parlez. Donc elle voit ça, elle se dit, bon, on a dit qu'il y a... Si elle a reçu du pagne, tant mieux. Si elle a reçu un pagne. Oui. En fait, je crois qu'en réalité, même beaucoup de femmes ne pensent à la fête que parce qu'elles vont recevoir les pagnes et les agapes. Mais sinon, mais dans le fond, acteur politique que vous êtes, est-ce qu'il est possible d'envisager une parité dans notre pays? Oui. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Ça dit que techniquement, regardez, moi je suis le président du PADEC. Oui. Quand j'ouvre les listes, quand on va lancer les campagnes, et que j'ouvre les listes pour que les gens s'inscrivent, vous verrez que la plupart du temps, on va chercher les femmes qui refusent d'entrer en politique. La femme camerounaise est occupée. La femme camerounaise est résiliente. La femme camerounaise travaille beaucoup. Elle travaille à nourrir ses enfants, elle travaille à chercher de l'argent, elle est bayam salam, elle cultive le sol, elle élève les bêtes et tout ça. La femme camerounaise est résiliente. Et elle pense que beaucoup de femmes pensent que la politique c'est une perte de temps. Tu lui perds le temps. Donc elle ne voit pas très bien pourquoi elle va aller là. Donc elle peut venir pour animer un jour ou deux, mais vraiment faire politique à titre professionnel. Beaucoup de femmes ne le font pas. Pourtant, alors, je disais... Oui. Pourtant, il y en a qui pensent que la scène politique est plutôt très violente. Il y a un certain machisme qui semble régner au Cameroun. On relègue la femme justement à ses occupations domestiques. Elle-même se relègue. Je vous ai dit que pour moi, pour faire ma liste, puisque la loi nous a imposé au Cameroun le respect du genre. C'est-à-dire, évidemment, l'idée c'est de faire la parité. Mais ouvrez une liste. Quand vous êtes un parti politique, vous allez en compétition, vous aurez très peu de femmes qui vont venir. Parce que être candidat, ça veut dire payer la caution. Payer, n'est-ce pas, son attestation fiscale. C'est-à-dire payer ses impôts, etc., être à jour. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut payer. Mettre de l'argent pour la campagne. Pour battre la campagne. Battre campagne. Ah oui, pour battre la campagne. Oui. Ça, c'est beaucoup d'argent. Alors, quand la femme calcule ça, elle ne voit pas vraiment son intérêt là-dedans. Les femmes, elles réfléchissent. Je crois qu'elles sont... elles réfléchissent bien. La femme s'est économisée. Vous êtes d'accord que la scène politique, elle est violente? Non, pas vraiment. Par contre, c'est nous qui payons. C'est l'homme qui paye. C'est moi, le président, qui paye en général pour les femmes qui viennent au PADEC. Mais au RDPC, qui est un parti qui a un pignon sur rue, bien sûr, il y a plus de femmes là-bas que dans les autres partis politiques. Regardez un peu la scène politique. Regardez le SDF, le MRC, le RDPC, le PADEC, le FNC ou le PLC. Combien de femmes voyez-vous vraiment aux avants? Vous verrez qu'il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Parce qu'il y a très peu de femmes qui s'engagent véritablement. Dites-nous au PADEC, la première femme, elle occupe quel poste? La première femme... Il n'y en a pas. Non, elle n'est pas vice-présidente en tout cas. On est en train de chercher encore. On a voulu mettre une première dame, la vice-présidente, mais elle-même, les exigences sont telles que franchement, il faut la payer. Et croire que c'est un emploi. Non, vraiment, vous touchez du doigt. Hein. Vous touchez du doigt. Elle pense que parce que nous voulons respecter le genre, comme on nous a dit. Moi, une de mes listes avait été rejetée parce que je n'ai pas mis une femme en titulaire. J'avais mis une femme comme suppléante. Je n'avais pas mis comme titulaire et ma liste avait été rejetée. Vous êtes tombé sous le coup de la loi. Oui. Alors, et donc, je vous assure, la femme camerounaise, ça viendra à la parité, mais pas pour moi. Je vois mes amis là de More Women in Politics, etc. Les femmes se battent pour qu'il y ait More Women in Politics.
mais ce n'est pas demain, la veille. Alors, il y en a qui veulent également que les femmes soient un peu plus représentées quand ce n'est pas directement politique, mais au moins au niveau des instances. On n'a pas de femmes gouverneurs, on n'a pas de femmes présidentes du conseil régional, on n'a pas de femmes à la tête des super mairies. Monsieur Jean Jarzé, oui. On va encore attendre. Le super maire est arrivé quand? Les lois viennent d'être votées. La région, on en est encore au premier tour. Hein? Quand même. Et c'est une compétition, ce n'est pas un partage. C'est une compétition. Si la femme est capable de battre l'homme, elle va gagner. Hein? Madame Fowling, elle battait les hommes, elle gagnait, elle paie à son âme. Les gouverneurs, au moins, on les nomme. Bon, pour les gouverneurs, on les nomme. Ça viendra. Monsieur, félicitez le gouvernement de la République du Cameroun qui nomme les sous-préfets femmes, qui nomme les préfets femmes, bientôt les gouverneurs femmes. Il y a déjà les ministres femmes. Et vous croyez que c'est comme il y a... Est-ce que vous pensez qu'à l'ENAM, là, il n'y a que les hommes? Il y a aussi les femmes dans, n'est-ce pas, l'administration. Donc, c'est un poste, ce sont des postes de commandement qu'on donne à quelqu'un qui a, n'est-ce pas, la poigne. Alors, les femmes sont généralement maternelles, mais on les forme comme on forme les hommes, comme on forme les militaires. Un colonel, vous avez quand même des colonels qui sont des femmes. Oui. Vous avez des commissaires divisionnaires qui sont des femmes. Donc, ça viendra. D'accord. Est-ce qu'on doit également dire que ça viendra de voir les femmes, par exemple, engagées à la course au fauteuil présidentiel pour octobre 2025? Est-ce que ça vous arrangerait de voir quand même des femmes postuler? Mais les femmes ont postulé hier. Pourquoi elles ne vont pas postuler aujourd'hui? Les femmes ont postulé hier. Il y a une femme là, à Douala qui était candidate. Il y en a eu même plusieurs. Oui. Donc, ils sont des candidates. Et voilà encore la preuve que c'est les femmes qui reculent. Le code électoral ouvre à tout le monde. Est-ce que vous avez suffisamment de capital politique pour espérer atteindre tel poste? Si vous avez un capital politique pour être candidate à la présidentielle, ben, tentez votre chance. Ce n'est pas fermé, c'est ouvert. Est-ce que le PADEC pourrait investir une femme? Oui, si elle est vigoureuse, si elle est combattante, si on sent qu'elle est bien. Vous avez vu, il y a des partis qui ont des femmes vraiment d'envergure. Oui. Hein? L'UDC, par exemple. Madame Cortès, qui avant d'être ministre, tout le monde la connaissait par son dynamisme. Elle était le maire de Baganté. Je ne la connaissais pas, mais je l'admirais déjà. Hein? Vous voyez, il y a des femmes comme ça qui s'imposent sur la scène. Je vous ai parlé de Madame Fowling, je vous parle de Madame Cortès. Je peux vous parler également... Vous parlerez également de Madame Damjoya, par exemple? Madame Damjoya aussi. Mais là-bas, c'est un héritage. Elle hérite de son mari. Oui. Elle n'est pas comme Nourane Fowling, par exemple. Oui. Nourane Fowling se crée. Elle se crée. Elle va dans un parti de Cabral Libi et se crée et cherche sa route. Vous comprenez? Je ne parle pas des héritières. Je te parle des gens qui se sont créés, qui se sont forgés, comme les Kawala par exemple, mais qui est vite tombé en désuétude tout simplement parce que elle s'est illustrée par une certaine violence. Le champ politique n'admet pas encore ces violences-là. Donc toutes ces femmes qui sont venues en politique, comme les hommes, et qui se sont illustrées par les violences, sombrent immédiatement. Elles tombent. Oui, vous voyez qu'on a ouvert une porte vers l'élection présidentielle à venir. Le PADEC tarde à se prononcer. Vous attendez quoi? Vous ne voulez pas vous engager vous-même? Vous attendez vous positionner derrière notre candidat, comme en 2018? Le PADEC est un parti qui a choisi un virage en 2018 de soutenir le chef de l'État, Paul Biya, dans sa candidature présidentielle de 2018. Oui. Il a gagné avec notre soutien et nous a fait la récompense politique. C'est-à-dire que les alliances politiques se récompensent. C'est-à-dire votre nomination est une récompense politique. Oui. Oui. C'est une récompense politique. C'est-à-dire que vous soutenez, ce sont des alliances. On a fait alliance. On est des alliés. Donc, quand on est des alliés, ben, c'est comme on est des associés. Vous n'avez pas mangé tout seul et laissé les autres associés affamés. Donc, vraiment, c'est simple. Je vous parle généralement de la politique simple. Il ne faut pas compliquer la politique. Donc, parce que quand je parle de récompense, là, on dit que c'est les cadeaux. Mais je travaille. Le PADEC travaille
à maintenir le régime. Le PADEC travaille à se faire entendre et à faire entendre ses idéaux et à soutenir le pouvoir. Donc du coup, en 2025, est-ce que le PADEC va investir un autre candidat? C'est la question. Nous ne le pensons pas. Nous avons même répondu très clairement que nous n'investirons personne parce que nous demandons au président Paul Biya d'être notre candidat. C'est-à-dire que le PADEC entend soutenir le président Paul Biya comme notre candidat. Parce que nous, on est en train de faire un scrutin de liste. C'est-à-dire que notre tête de liste, c'est Paul Biya. Oui. Et nous, à côté, là, qui l'accompagnons, nous sommes son Mais il ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore prononcé, si mais jamais il n'est pas candidat. Nous voulons qu'il se prononce. Il ne s'est pas encore prononcé, mais nous pensons qu'il est notre capitaine. Vous voyez, dans une équipe de football, il y a un meneur, il y a un capitaine. Il y a Rigobert Song, ou il y a Mila Roger, ou il y a Etofis qui porte le brassard. C'est lui qui porte notre brassard. Parce que les gens viennent à l'âge, à parler de son âge pour le discréditer, mais en réalité, c'est parce qu'il a toutes les qualités qu'il faut, sauf peut-être l'âge. Et qu'on croit que l'âge est un handicap. Mais vous, ça ne vous dérange pas? Non, non, ça ne nous dérange pas. Qu'il soit âgé de 92 ans et qu'il soit votre capitaine? Ça ne nous dérange pas, mais j'ai l'impression que ça dérange plus nos adversaires. Et j'ai envie de leur demander, mais de quoi vous vous mêlez? Occupez-vous de votre équipe. Occupez-vous, n'est-ce pas, former votre équipe pour gagner. Mais une équipe qui a un capitaine aussi âgée, peut-elle être forte? Ah oui, elle est forte. C'est une équipe... Logiquement. Elle est forte. Oui. Parce qu'elle a l'armature. Elle a la fondation solide. Elle a les alliés. Elle a les gens comme moi, comme Atangadji. Il y a les gens comme... Enfin, nous tous au gouvernement, là, on soutient. Donc, on est crédible. Et on travaille. Et on est là pour soutenir. Parce que les gens pensent que... Est-ce que vous le soutenez? C'est seulement une personne. Oui. Vous réduisez la chose à un seul individu, le président. Ou bien même de l'autre côté. Ils réduisent à un seul individu, que ce soit Maurice Kamto, Cabral Libi ou Joshua Oché. Donc, on focalise sur la tête de liste. Ils ne veulent pas comprendre que c'est un scrutin de liste en vérité. Qui ne dit pas son nom. Est-ce que dans le fond, vous ne voulez pas juste un visage qui arrange vos affaires, vous qui êtes derrière, qui en êtes les bénéficiaires de la présence du chef de l'État? Et la politique, c'est quoi? Même pas ça, la politique. La politique, c'est gagner, non? C'est mettre quelqu'un pour gagner, non? Pourquoi vous mettez Eto'o en 9? C'est pour qu'il marque les buts, non? Pareil, vous mettez Mila en 10, pourquoi? Pour qu'il marque les buts. Quand il marque les buts, c'est toute l'équipe qui gagne, non? Si nous mettons le président Paul Biya, 92 ans, il marque les buts, qui gagne? C'est nous, non? Pourquoi vous ne voulez pas que nous gagnions? Donc lorsque Monseigneur Cléda indique que ce n'est pas réaliste du tout d'entendre les gens appeler à la candidature de Paul Biya à son âge, vous répondez quoi à Monseigneur Cléda? Oh, je dis que Monseigneur Cléda, je l'aime bien, c'est quelqu'un de formidable. D'ailleurs, il fait même... il est même un tradit praticien qui a donné l'exilir pour lutter contre le sida, contre le Covid, et je l'apprécie beaucoup pour ça. Et puis c'est un bon, comment on va dire ça? Il enseigne bien, il prêche bien. Bon prédicateur. Il prêche bien la religion. Mais ici, là, nous sommes dans un domaine qui n'est pas le sien. On est dans le domaine politique. Qui nous laisse. Mais c'est un observateur. Oui, c'est un observateur. Il est tous les jours au contact des populations. C'est ça. Je dis qu'un observateur n'est pas un politicien. Un observateur, il observe. Mais un observateur, c'est même un idéaliste. Parce que lui, il ne parle pas en termes de gain politique. Ce que j'appelle le lucre politique. Lui, il ne fait pas les analyses politiques. Il ne va pas chercher. D'ailleurs, même pour lui, c'est amoral. D'accord? Et immoral. Il ne voudrait pas. Ça veut dire que pour vous, l'Église catholique ou les représentants de l'Église catholique n'ont rien à dire sur la scène politique? Non, disons que il ne faut pas transformer l'Église catholique en chapelle politique. Nous avons fustigé un évêque qui a dit qui appelait le diable dans son église. Et nous avons fustigé cela parce que c'était une concurrence déloyale.
Si l'église catholique romaine qui est au Cameroun veut devenir une chapelle politique, et je pense que le nom de sa politique a dit que ce n'est pas, on ne les a pas envoyés pour faire ça. Hein? On les a envoyés pour prêcher les dieux. Quand les gens vont à l'église, à la messe, c'est pour entendre la parole de Dieu. Et quand les gens qui vont à l'église là sont les militants du PADEC, du SDF, du RDPC, du MRC. Maintenant, vous avez un prédicateur qui détourne mes militants qui sont venus entendre la parole de Dieu. Il détourne pour donner... Mais c'est le berger, non? Son rôle, c'est aussi d'ouvrir les yeux. Non, le berger, c'est pour conduire au ciel. Donnez à César, remettez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Mais comment on va faire Jésus-Christ a dit que, s'agissant de cette pièce d'argent-là, hein, c'est pour César, c'est l'image de César qui est là. S'agissant de la politique là, c'est Paul Biya. Vous voulez parler à l'église, parlez du pape. Hein, et donc nous faisons une petite prière pour le pape, il est malade. Parlez du pape, il est aussi âgé. Hein, pas âgé comme le nôtre, mais c'est quand même lui qui il est malade, nous prions pour lui. Donc donnez, remettez à César ce qui est à César. Ne venez pas vous mêler de ce qui vous regarde. Mais chaque année, maître, l'Église catholique, la conférence épiscopale nationale a toujours donné son avis sur la situation socio-politique dans notre pays. Pourquoi aujourd'hui, il devrait se taire? Ceci étant dit, on n'a pas demandé qu'il se taise. Oui. En Haïti, nous avons vu le père Aristide, qui est devenu président de la République. Oui. Donc, si ce sont des Camerounais, ils ne sont pas interdits de la course politique. Mais qui démissionnent. Oui, je ne veux pas seulement qu'ils profitent de leur robe pour prêcher, pour faire la politique. Alors qu'ils retirent leur robe et font comme le père Aristide et vont, n'est-ce pas, vous parlez au type qui avait fait une lettre ouverte au cardinal Toumi pour qu'il se présente à la présidentielle de, je ne sais plus, une de nos présidentielles. C'était moi le père. Là, c'était normal. Oui, non, c'était en ce temps-là. J'étais un activiste. Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de... Hier, vous demandiez au candidat Christian Toumi d'être candidat. Voilà, et alors qu'il avait encore sa robe. Et voilà, et aujourd'hui, d'enlever d'abord sa robe. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui est paradoxal. Parce que vous avez changé de camp? Ce n'est pas parce que j'ai changé de camp, c'est parce que j'ai compris qu'on ne peut pas chasser 2 lièvres à la fois. Si vous chassez 2 lièvres à la fois, vous allez perdre. Si vous entraînez l'Église catholique dans la politique, vous allez entraîner vos ouailles sur un mauvais chemin, sur le chemin de la contestation. Et sur le chemin de la contestation, vous allez retrouver les forces de l'ordre. Vous allez retrouver Atangadji, avec ses gouverneurs, avec ses préfets, avec ses gendarmes. Donc, nous pensons que ce n'est pas la bonne route. Quand on a pris de l'âge comme nous, quand on a de l'expérience comme nous. Moi, j'étais jeune quand je disais ça. J'avais quoi, 40 ans peut-être. Donc aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'on doit conduire les gens en toute sécurité. Monseigneur Domo avait dit, pour soutenir votre thèse, Monseigneur Albin Domo avait dit que on ne peut pas conduire les âmes au ciel comme si la terre n'existait pas. Mais lui, il parlait de faire l'agriculture, c'est-à-dire de nourrir l'homme, de faire mongoplastique, d'enrichir l'homme ici, sur la terre. Mais lui aussi, il se mêlait de politique. C'est pour ça qu'il a été... Mais comment vous imaginez que l'Église va se taire, monsieur le ministre? On n'a pas dit que... Comment imaginer, on ne demande pas à l'Église de se taire. Avec toutes les souffrances, l'évêque de Yagua, par exemple, vit dans une zone où il y a des souffrances au quotidien, assez incroyablement. Comment est-ce qu'il va faire pour ne pas s'exprimer, pour ne pas porter la voix de ceux qui sont en peine? Ce n'est pas interdit. Oui. Et je dis même, j'encourage qu'on dénonce, n'est-ce pas, les souffrances lorsqu'elles existent. Mais les amplifier, les aggraver, dire que même le diable, on veut, ça c'est exagéré. Parce que nous sommes quand même dans un pays. Je veux bien comprendre que dans certaines parties de notre pays, les gens ne mangent pas forcément à leur faim. Et on peut comprendre qu'effectivement, dans certaines régions du septentrion, que des gens aient faim à cause du climat, de la sécheresse, des inondations. C'est-à-dire, il y a des catastrophes naturelles qui font en sorte qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que ceux du Sud, par exemple. Mais vous verrez qu'il y a un effort du gouvernement, un effort du chef de l'État d'approvisionner régulièrement ces régions-là.
et c'est inscrit dans sa politique de solidarité, telle que décrite pour le libéralisme communautaire. On ne peut pas développer le pays en laissant une région. C'est-à-dire qu'on peut prendre la nourriture qui vient de l'ouest, qui vient du sud, qui vient de l'est, pour nourrir une partie des gens au nord qui n'ont pas eu accès à la nourriture à cause des problèmes climatiques, à cause des catastrophes naturelles, à cause de l'inondation ou de la sécheresse. Voyez-vous? Donc le souci de l'État, c'est d'équilibrer, de donner à manger à son peuple. D'accord. Et venir au secours au peuple qui souffre le plus, pour équilibrer, pour donner une certaine justice sociale. Ça, c'est le souci de l'État, et l'État le fait bien. Vous dites que ce n'est pas interdit pour ces prélats de s'exprimer. On les comprend, mais qu'il ne faut pas systématiquement. Jean-Jacques, c'est devenu grave. C'est-à-dire que quand vous allez à la messe, ou vous allez à un enterrement, c'est quand vous assistez à un meeting politique. C'est ça qui est... Est-ce que ce n'est pas le résultat d'un certain ras-le-bol? Peut-être parce que vous n'écoutez pas les Camerounais ordinaires, que ceux en robe ont choisi de s'exprimer là partout où ils ont l'occasion de le faire. Jean-Jacques, ça fait seulement 6 ans que je suis au gouvernement. C'est peu? C'est très peu par rapport, n'est-ce pas, à la normale. D'accord. C'est très peu. C'est une période d'apprentissage. Parce qu'il faut former les gouvernants de demain. Il faut les préparer à la gouvernance. Moi, je n'étais pas préparé, je suis un avocat. Je ne gérais pas une mairie. Donc, si j'avais géré une mairie comme Mme Cortès, on pourrait dire que je suis déjà aguerri à gérer les hommes et les biens. Parce qu'il s'agit de ça. D'accord. De manière équilibrée. Alors, vous dites donc quoi? Ils prennent la parole partout. Pourquoi? Vous dites que ça ressemble parfois à des meetings politiques. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vient maintenant à l'église ou on vient en meeting politique? Et maintenant, vous qui venez détourner les militants du PADEC pour donner aux militants d'une opposition radicale, alors que je sais de déradicaliser les miens. C'est ce qu'ils font? Ben, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Celui-là qui dit que même le diable, il faut d'abord lui donner. Avant qu'on voit. Ce n'est pas les militants du PADEC qui diraient une chose pareille. Je connais beaucoup de partis qui ne diraient pas une chose pareille. Même les militants du SDF, qui autrefois étaient des radicaux, ils ne peuvent pas dire ça. Donc, il y a des partis qui sont républicains et il y a des partis qui sont révolutionnaires. Or, un type qui tient ce langage-là appartient n'est-ce pas, au côté révolutionnaire de la politique. C'est-à-dire le côté casse-tout, le côté extrémiste. Oui, extrémiste. Oui. Il veut qu'on casse. Il veut les casseurs, il veut le sang, il veut la violence. Or, nous ne pouvons pas tolérer. Nous devons prêcher plutôt l'harmonie et non la violence. C'est de ça que je parle. D'accord. Je ne dis pas qu'on peut museler les prêtres. Les prêtres parlent dans les synagogues, dans leurs prêches, mais il ne faut pas systématiquement. Mais j'ai vu que en fait, c'est même une astuce politique pour capter les deniers du culte. C'est-à-dire que pour plaire aux ouailles. C'est-à-dire que ça dépend des milieux. Un discours populiste. Oui, populiste. Oui. Pour que vous dites, oui, c'est vrai, oh, c'est bon, non, vraiment. C'est un meeting. Voilà, c'est devenu un meeting. J'imagine que vous n'allez plus très régulièrement à la messe. Si, je vais à l'ouest souvent, très très souvent. J'étais à l'ouest justement dans un deuil au cours d'une cérémonie funéraire où un pasteur, après la parole, s'est mis à fustiger le gouvernement. Vous étiez mal à l'aise. Ben non, j'ai pris le micro et j'ai répondu immédiatement. En pleine célébration. Oui, monsieur. J'ai pris le micro. Quand il a fini. Le débat du dimanche en pleine célébration. Quand il a fini de faire sa messe, j'ai demandé comment accorde le micro. J'ai répondu point par point aux accusations qu'il nous a adressées. Point par point. Donc, si les prêtres là, qui transforment les églises en chapelle politique, veulent, chaque fois qu'ils parlent, il faut qu'ils nous donnent aussi notre temps de parole. Il faut équilibrer le temps de parole. Comme ça, moi, je ne peux pas leur vouloir. Il ne faut pas profiter de notre absence. Si je suis là, donnez-moi mon temps de parole. Vous avez parlé pendant combien? 10 minutes. Donnez-moi aussi 10 minutes. Je m'adresse au même peuple de Dieu. Là-bas, c'est son milieu. Hein. Bon, voilà. Donc, alors, transformons ça en chapelle politique. Donnons-lui, n'est-ce pas, une attestation politique. Et par
Mais parallèlement, vous tolérez que les chefs traditionnels ils prennent position. Les chefs traditionnels... Ils soutiennent par exemple le candidat président Paul Biya, ils s'expriment ouvertement à Yaoundé et ils peuvent parler. Les chefs traditionnels sont des chefs politiques. Ce sont des biyabis. Ah bon? Oui, les chefs traditionnels sont chefs traditionnels sont des Paul Biyabis. Comment ça? C'est-à-dire que le Cameroun est formé de plusieurs tribus, de plusieurs petits États. C'est des petits royaumes. Donc les chefferies sont des petits États. Ce sont des chefs politiques. Ce sont les chefs politiques, ce sont les présidents ce sont les rois. On les appelle les rois, non, les chefs. Chefs traditionnels. C'est le chef politique. En même temps qu'il est chef religieux, en même temps qu'il est le président de la Cour suprême. Il est le chef des militants du PADEC, du RDPC, du MRC, du UPC. Mais lui, il peut prendre la parole pour dire que choisissez pourquoi. Tout à fait. Il a le droit de dire à son peuple que ce que je vous suggère, c'est de choisir telle voie. Maintenant, nous sommes en démocratie. Parce que dans leur temps, on n'était pas en démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pluralité. C'est le roi qui dirigeait. Maintenant, comme vous avez amené plusieurs partis politiques pour préserver et sauver son peuple, il vous dit, moi je vous suggère de choisir tel peuple. C'est ce que le roi Fondjomekwet avait dit en son temps dans ces années, n'est-ce pas, 60 là. Et on l'a arrêté pour être jugé dans le tribunal Tambouda, le tribunal que Wandji avait créé. Wandji avait créé dans la brousse, le tribunal, comme étant un fingon, c'est-à-dire un traître. Un traître. D'accord? Oui. Un fingon, un traître. Donc, le roi Bafou avait dit aussi, je ne suis pas avec les gens de l'UPC. Dans la nuit, je crois du 22 au 23, ou du 28 au 29, je me perds un peu sur les dates, c'était en septembre, on est venu l'éventrer. On est venu le tuer dans sa chefferie. Ce qui pourrait montrer que les chefs n'ont pas besoin de prendre ouvertement position. Ce qui montre l'intolérance de ces gens-là. Nous sommes dans la création, dans un moment de la création de notre État. Oui. Et vous avez des villages qui n'avaient pas de parti politique. Le parti politique vient avec la démocratie occidentale importée. Et chacun doit pouvoir choisir un parti politique qui aide à son peuple de se développer. Certains rois de ce temps-là, donc Bafou, Bazou, Fondjomekwet et d'autres, avaient estimé que le parti, n'est-ce pas, de Aïdjo ou du pouvoir central était mieux structuré pour aider les enfants du village, pour leur donner les emplois, leur donner le travail, pour leur donner le bien-être, plus que les autres qui n'étaient pas au pouvoir. Donc, chaque chef traditionnel qui choisit, ce n'est pas il choisit pour lui-même, mais il choisit pour son peuple. Mais il ne va pas voter à votre place. Donc, vous n'allez pas le tuer pour ça. Mais il donne une orientation. Qui irait à l'encontre de l'orientation d'un chef lorsque vous savez, pour ceux qui sont attachés à la chefferie traditionnelle, que l'orientation, la parole du chef est sacrée. Donc, voilà. Et ça veut dire que les chefs jouent finalement un mauvais jeu. Non, non, pas du tout, parce que le chef trouve l'intérêt pour son peuple. Nous sommes en politique, c'est une question d'intérêt. Il peut se tromper, non, le chef? Non, il ne se trompe pas. Il choisit ceux qui se sont trompés, ceux des rois qui ont choisi l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont ramené à leur peuple? Voilà. Et c'est ce qu'ils réfléchissent. Ils disent, tel roi est allé au maquis. Et finalement, il a été fusillé. Ou il a été exilé. Et je ne veux pas que beaucoup de rois bamileke de cette époque-là ont été soit tués, soit obligés de partir en exil. Or, si vous êtes un roi, vous choisissez le camp qui va protéger votre peuple ou vous choisissez le camp faible. C'est une question de logique. Donc aujourd'hui, vous dites que les chefs qui ont choisi le camp Paul Biya ont fait le bon choix. Ils font le bon choix parce que c'est le Paul Biya, et je vais encore utiliser l'expression qui amuse tout le monde, c'est Paul Biya qui partage la viande dans la réunion. C'est lui qui partage, c'est lui qui a le pouvoir. Et avec lui, vous savez qu'il y aura les miettes qui vont tomber pour nourrir. Donc cette viande ne peut pas être partagée par quelqu'un d'autre. Ça peut. Vous savez que nous sommes en politique. Oui. Donc, pour que vous puissiez avoir le capital politique de Paul Biya,
il faut réunir un ensemble de choses. C'est une question de voix. Si vous avez plus de voix que Paul Biya, vous allez passer. Si vous avez plus de personnes qui votent pour vous, vous allez passer. C'est-à-dire que votre capital politique, plus votre capital politique est élevé, plus vous avez des chances de passer. Quel est le capital politique de Paul Biya? Regardez sur 360 communes. Il a combien de maires? Combien de communes? Combien de mairies? Et combien de maires? Combien de maires adjoints? Combien de conseillers municipaux? Combien de députés? Combien de députés suppléants? Combien de sénateurs suppléants? Vous voyez, ça c'est l'ensemble. Avec tout ça, pour vous, on ne peut pas faire autrement. C'est le capital. C'est Paul Biya ou Paul Biya. Non, c'est parce que, je dis, c'est logique. Oui. C'est mathématique. C'est ça qu'on appelle, les mathématiques électorales, non. C'est mathématique. Vous ne pouvez pas vous en sortir autrement. Nous savons qu'en politique, c'est une voix, un nom. Ma voix équivaut à celle de ma mère qui ne sait pas écrire son nom. Ma voix équivaut à celle de la grand-mère qui est au village. Monsieur le ministre, vous comprenez? Cette logique, elle date d'hier. En 2011, vous ne la connaissiez pas, cette logique-là, lorsque vous étiez radicalement opposé au président Paul Biya. Cette logique ne marchait pas? Elle ne marchait pas parce que je n'avais pas étudié les sciences politiques à ce moment-là. Pour aller en politique, oui. Je n'ai pas fait comme les autres là. Je suis entré à l'école de la science politique pour apprendre la théorie. Et en apprenant la théorie, j'ai compris beaucoup de choses. La notion de capital dont je parle, c'est une notion chère à Pierre Bourdieu, que j'ai adoptée et adaptée en politique. Et je trouve que c'est vrai. Ça fait de Paul Biya président pour l'éternité. Et, ça fait de Paul Biya, ceux qui nous regardent en ce moment du côté de Paul Biya, président, jusqu'à ce qu'il en soit autrement, jusqu'à ce qu'il perde sa majorité. Or, pour le moment, cette majorité-là, il l'entretient bien. Cette majorité-là retrouve, n'est-ce pas, les miettes, le lucre du pouvoir. Alors, lorsque vous cette majorité-là est maire. Cette majorité-là est conseiller régional. Cette majorité-là est député. Cette majorité-là est ministre. Et lequel ministre du PADEC a des militants qui attendent les retombées. Qui attendent les retombées que tu es avec Paul Biya. Il t'a donné quoi? C'est le Djangui. Donne pour nous. C'est le Djangui. C'est ça. Les gens qui ne veulent pas comprendre la politique. C'est ça la politique. Je suis désolé. Même la politique traditionnelle, c'est comme ça. C'est du donnant-donnant. Alors, est-ce que cette majorité écoute tout le monde? Quand vous avez des sons qui viennent, par exemple, de la diaspora, vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre de la Jeunesse, on a l'impression que la distribution de la viande n'arrive pas de ce côté et que la majorité n'écoute pas également le son qui vient de l'autre côté. Qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier ou expliquer les actes aussi violents qu'on a vu attribués à la base contre les membres du gouvernement camerounais? L'ignorance. L'ignorance, oui. L'ignorance des réalités. Voilà des gens qui disent qu'ils ont fui la misère, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont au paradis. Et c'est eux qui aboient chaque jour. C'est eux qui se plaignent chaque jour. Nous qui sommes là, on ne dit rien. Et ils se battent, ils disent qu'ils se battent pour nous. On ne vous a rien demandé. On vous a dit de vous battre pour nous. Mais ils sont camerounais. Ils sont partis en exil pour la plupart. Disant que le Cameroun est pauvre. Que l'enfer, c'est le Cameroun. Que c'est un enfer. Or, moi je vois dans cet enfer-là des gens comme les Jean Jazé qui tirent leur épingle du jeu, bon an, mal an. Ils ne sont pas riches. C'est pas facile. Ils ne sont pas très riches. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Plus spécialement pour vous que je connais, que voilà, j'ai dans plusieurs... Vous voyez que c'est pas facile. Oui, mais vous réussissez à vous nourrir. Il ne s'agit pas... Écoutez, dans aucun pays au monde, tout le monde n'est riche. Il y a les riches, il y aura les pauvres. C'est même ça qui est... Mais dans leur discours... Les pauvres d'aujourd'hui peuvent aussi devenir les riches. Dans leur discours, ils disent qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a l'insalubrité. Est-ce que c'est faux tout cela? Avec quoi vous vous éclairez ici dans votre studio? Ben, on ne sait jamais, ça peut nous lâcher d'une minute à l'autre. Bon, est-ce qu'en ce moment, ça nous a lâché? On ne sait pas. Vous avez même la climatisation. Et vous qui êtes au pays, vous soutenez
les dires des gens qui sont à 1000 lieues d'ici, à 10 000 lieues d'ici. Est-ce que vous êtes satisfait de l'offre pour prendre l'électricité ou l'énergie qu'on a aujourd'hui? Je pense que nous avons les coupures de temps en temps. Oui. Ce qui est inhérent à une population qui a grandi. Yaoundé, c'est plusieurs millions de personnes qui sont partis, qui ont vidé les villages pour venir ici. Et c'est vrai que même dans les zones rurales aussi, on a les délestages. Oui. Ça veut dire quoi? Que nous avons un problème d'énergie. Et est-ce que nous sommes en train de trouver des solutions? Est-ce qu'on les trouve, monsieur le ministre? Oui, je dis qu'il y a plusieurs barrages. Qui semblent ne pas produire les résultats. Pas encore, oui. N'est-ce pas? Il ne faut pas que vous construisiez un pays aussi rapidement. Un barrage, ça se construit pour pouvoir donner l'électricité. Après que le barrage ait produit l'électricité, il faut maintenant transporter cette électricité-là avec les pertes en route, jusqu'en ville, jusqu'à vos maisons. Un barrage, ça se fait très très loin de chez vous, dans des chutes, loin en forêt. Mais c'est pareil avec le... Est-ce qu'on découvre ça aujourd'hui? On le découvre pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes trop pressés. Ces gens-là qui sont à Paris, qui sont en Allemagne, qui sont à Berlin, qui sont à Bruxelles, ils viennent vous raconter des histoires et vous acceptez. Demandez-leur que les pays où ils sont là, où c'est très beau, c'est construit avec le métro là, quel était l'état de ce pays quand il avait 100 ans? Nous, on n'a que 60 ans. Vous voulez nous comparer à des pays... Est-ce que ce n'est pas ce discours qui arrive un peu à la radicalisation qu'on observe aujourd'hui? Non, la radicalisation... de haine, de violence qu'on... La radicalisation, oui. Je vous ai dit, c'est un discours construit par la communication de l'opposition, de la société civile opposition. Parce qu'il y a une société civile proche de l'opposition. Plus proche de l'opposition. Ouais. Qui fait courir ce discours, qui exagère tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les ceci, il n'y a pas les cela. Pourtant, ils ne veulent pas voir les efforts qu'on fait pour construire l'hôpital central, l'hôpital régional, l'hôpital général, le CHU. Au moins, rien que ici, à Yaoundé, combien de structures hospitalières avons-nous? Par rapport à 1980, dans les années où nous étions à l'université, combien? Vous dites, attendez encore un peu, vous êtes trop pressé. Ils vous répondent que ce régime-là, il a 42 ans. Oui, il faut attendre qui? Monsieur, oui. 42 ans dans un pays, c'est quoi? C'est beaucoup. Non, c'est rien. C'est presque un demi-siècle. C'est un bébé qui peine à marcher. L'âge d'un État, c'est comme un bébé qui vient de naître. Mais les autres, ils font comment? Quels autres? Le Sénégal, le Rwanda, les Vous voulez dire que le Sénégal a fait plus que nous? Le Sénégal ne fait pas plus que nous. Le Sénégal, vous avez dit le Rwanda, par exemple. Ouais. Le Rwanda. Oui. Le Rwanda a bénéficié de la politique du génocide pour avoir beaucoup d'aide. Parce que les Occidentaux qui avaient laissé qui n'étaient pas intervenus pendant le génocide. Il faut savoir utiliser ces aides-là. Non, ils ont bien fait. L'Iran fait ça. Ils ont bien utilisé les aides. Ils utilisent ça. C'est-à-dire pour capter pour avoir les crédits, pour avoir de l'argent, pour avoir les aides gratuitement. Les gens ont mauvaise conscience et leur donnent de l'argent. Et puis, le Rwanda aussi, il faut dire que le Rwanda ne pratique pas la même démocratie ouverte que nous. Le Rwanda, c'est le président Kagame, c'est le gouvernement. Vous ne pouvez pas aller faire vos histoires de mouches ou bien de microbes là-bas. Ça ne marche pas comme ça là-bas. Or, ici, nous avons une démocratie qui tolère tout. Une démocratie de la liberté d'expression, une démocratie même du libertinage. Une démocratie où chacun a le droit d'invectiver les membres du gouvernement. Allez voir si au Rwanda, on peut invectiver un membre du gouvernement comme vous le faites ici. Mais le président Paul Biya a consacré sa vie à donner son pays à une ouverture démocratique exemplaire. Donc pour vous, la basse est ignorante, elle est totalement hors sujet, elle est manipulée, vous la classez où? La basse, ce n'est pas la crème de l'intelligentsia de la diaspora. La basse se recrute parmi la lie du peuple là-bas. C'est-à-dire que
le résidu. C'est pas, Vous ne verrez pas très dur ça, monsieur le ministre. Si, c'est dur, je le fais à dessein. Vous le faites à dessein. C'est le résidu, c'est même la lie de l'humanité, la lie. Vous voyez la lie du vin, non? Ce qu'on jette là. Ce sont des compatriotes. Ce sont ceux qui ont été perdus sur le chemin. Ce sont des compatriotes, monsieur le ministre. C'est des compatriotes qui sont égarés. Vous ne verrez pas des avocats là-dedans. Vous ne verrez pas des médecins. Vous ne verrez pas des gens qui font de l'argent. Vous ne verrez pas des gens qui travaillent là-bas, des ingénieurs. Ce sont des chercheurs d'emploi pour la plupart, ou bien les chercheurs d'asile, qui veulent meubler leur dossier d'asile, la plupart du temps. Parce que pour avoir une telle violence, il faut avoir une inculture totale. Il faut avoir une ignorance. Prenez leur nom, vous allez voir, ils sont quoi? Ils ont fait quoi? Ils sont qui? Prenez leur nom, vous avez leur nom. Je n'ose même pas prononcer ce genre de nom parce qu'on risque de croire que je les connais. Mais ça pourrait les radicaliser davantage. Qu'est-ce que j'en ai à faire de les radicaliser? Et rendre vos séjours de côté impossible, même pas peur de la farine. Non, on n'est pas vraiment en train de les supplier. Oui. Non, on ne supplie pas les fous. On les soigne. Ce sont des fous. On les soigne. Pourtant, ils souhaiteraient qu'il y ait quand même des ponts de dialogue avec eux. Monsieur, on les écoute. Vous pouvez dialoguer avec des malades? Comment vous allez dialoguer avec des fous? Est-ce qu'ils peuvent même entendre? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils veulent dialoguer? La diaspora est structurée. Nous recevons ici, et je viens de recevoir ici, les élus de la diaspora. La présidente des élus de la diaspora était à mon bureau l'autre jour avec ses camarades. Ce sont les élus de la diaspora camerounaise, d'Europe comme de Chine. Et ils sont venus au Cameroun pour aider à la construction d'un centre de santé à Ngoulemacon, vers Ebolova. Voilà la diaspora, pas la diasporate. Voilà la diaspora. Ce sont des avocats, ce sont des hommes d'affaires. Ils sont venus et ils nous ont apporté quelque chose. Ils sont venus me voir. Et ils sont partis voir le président du conseil régional. Et ils sont venus me voir pour que je les aide à faire venir les conteneurs, pour que la douane ne taxe pas les conteneurs. Parce qu'ils viennent pour aider. Oui. Ils demandent là-bas, ils achètent là-bas, ils mettent dans les conteneurs. Il faut que j'intervienne auprès du ministre des Finances pour qu'on les exonère, afin qu'ils puissent nous aider. On comprend cela. Ce que je veux faire, ce que j'ai accepté de faire, de servir de cette médiation-là. Je suis avec cette diaspora-là. On comprend cela. Je parle de la diaspora d'Europe, mais je vous parle aussi de la diaspora américaine. Il n'y a pas un village qui chasse totalement, même c'est fou. Un village on ne chasse pas. Il faut pouvoir ramener même ceux qui étaient fouillés, parce qu'ils peuvent se reconvertir. Ils peuvent redevenir des citoyens modèles, s'ils sont entendus, s'ils sont écoutés. Nous souhaitons qu'ils retrouvent le bon chemin. J'ai pris l'exemple d'une dame, j'ai oublié son nom, j'ai même fait un article dessus, une dame. C'est une dame qui était activiste, qu'on a vu en Suisse avec les activistes dit que Paul Biya, le président, ne doit pas séjourner en Suisse. Et sur ces entrefaites, son mari est décédé. Il fallait bien qu'elle vienne enterrer son mari au Cameroun. Elle est venue la peur au ventre, croyant qu'on va lui faire quelque chose. Parce que on l'avait vu avec une des femmes camerounaises là-bas à Genève, qui déchirait la tenue que la femme portait. Elle avait porté la tenue du RDPC. Les gens se sont tombés sur elle pour déchirer. Et elle aussi, elle avait protégé cette fille-là. Donc elle venait, elle était parmi les activistes. Elle venait croyant qu'on va l'arrêter. Nous l'avons reçue ici. On l'a accompagnée, enterré son mari. Et puis elle est repartie. Est-ce que ce n'est pas sur ces ouvertures qu'il faut sensibiliser, qu'il faut utiliser pour ramener les autres également? Et depuis qu'elle est partie, on ne l'entend plus. Oui. C'est-à-dire qu'elle a compris. Elle est venue, elle est restée, elle a séjourné ici. Elle a vu que ce n'était pas l'enfer dont on parle. Beaucoup se sont détachés. Beaucoup pensent que c'est l'enfer parce qu'il y a longtemps qu'ils ne sont pas venus. Monsieur Jean Jarzé, je vous parle d'eux, mais je vous parle de moi. Ce sont mes amis. Ce sont mes amis d'hier. Je les connais, ils me connaissent.
Les Brice Nietzsche, là, celui qui dit qu'il faut cotiser l'argent pour donner un film à ça. Je dormais chez lui, je mangeais chez lui. Hein, je venais avec ma femme, je séjournais chez lui. Et vous avez rompu tout contact maintenant? Non, on n'a pas rompu. Et vous ne lui dites pas d'arrêter? Je lui dis d'arrêter, mais lui il me dit d'arrêter. Que vous démissionnez? Lui me dit d'arrêter, je lui dis d'arrêter. Non, non, ce que je vais dire, ce que je vais dire, hein, les Ténésop, tout ça là. Moi, j'étais avec eux. Je ne dis pas, je dis, il faut comprendre. À un moment donné, il faut que vous compreniez. Tous ces gens-là, moi, je les connais, les généraux Kwakwa, Janto, tous ces machins-là. Est-ce que je ne les connais pas? Ah, vous dites qu'ils ne vous écoutent pas? Non, vous n'êtes pas, ils disent que c'est moi qui me suis trompé. Ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit. Et vous vous êtes trompé? Ils pensent que je me suis trompé. Et ils se trompent? Et ils se trompent. Parce que pendant qu'ils pensent que je me suis trompé, c'est moi qui vis au Cameroun. D'accord. Et je me souviens qu'à cette époque-là, dans ces années-là, quand j'allais faire de l'activisme avec eux, quand je rentrais au Cameroun, ils me disaient, tu rentres pour faire quoi? Tu restes ici, tu as même déjà un bon background pour faire tes papiers d'exil. Parce que pour eux, c'est l'exil. Ils me disent, non, tu vas faire l'exil, on va te donner la maison, on va te donner l'argent. Beaucoup sont partis là, ce sont des paresseux. Mais ils disent que vous vous êtes sauvé sans sauver le Cameroun. Non, non, nous... Vous avez réussi à trouver votre place. Non, Monsieur Jean Jarzé, oui. Il faut leur dire que mon travail au quotidien, c'est la défense des droits de l'homme. Que mon travail au quotidien, c'est de protéger les droits de l'homme. Mon travail au quotidien, c'est d'alléger les souffrances de ceux qui souffrent. Mon travail au quotidien, si vous voyez le nombre de personnes que je reçois, le nombre de plaintes, que les Camerounais ont des problèmes. D'accord. Et c'est à moi de les résoudre. D'accord. Et moi, je les résous. Ceux que je peux résoudre, que ce soit dans les tribunaux, dans les commissariats, je les résous. Les avocats, certains pensent que oh, je ne suis pas, j'ai changé, retourné la veste. Non. On va parler de la question. Je suis le ministre des droits de l'homme. D'accord, on va parler de la question tout à l'heure. Le temps d'aller voir ce que les internautes ont retenu ou ont comme préoccupation. Après cette première partie de l'émission, on va accueillir Nadège Yougen, qui est en contact avec les internautes, qui a recensé quelques observations et quelques questions. C'est juste après cette respiration. Même comme ça, s'agissant du haricot rouge notamment, on en importe encore en Chine. On en importe encore parce que nous on mange beaucoup le BH, le beignet haricot. Et donc, il y a une niche là, il y a une possibilité de cultiver plus de haricots. Nos mamans cultivent. Il faut mettre plus de moyens. Alors, oui, l'État met plus de moyens. On va prendre rapidement une respiration, question de permettre à Nadège d'aller s'activer dans les préparatifs de la fête de demain. Vous comprenez que le compte à rebours est déclenché. Petite respiration, merci Nadège. Très bonne soirée, très bonne fête encore. Voilà, retour sur le plateau, toujours avec le monitoring des questions des internautes. Monsieur le ministre, vous imaginez bien que beaucoup insistent sur l'affaire Ernest Ouandjé. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien cerné votre réponse tout à l'heure. Vous considérez Ernest Ouandjé, on va le poser la question de façon radicale. Est-ce que vous pensez que Ernest Ouandjé était un bandit? Non, Ernest Ouandjé ne pouvait pas et n'a pas été un bandit. Oui. C'est un nationaliste. Et c'était le président d'un parti politique. Parce que si je dis que Ernest Ouandjé était un bandit, c'est que moi, je suis un bandit, il représente une certaine opposition. Oui. C'est-à-dire, à la suite de Oumniévé, il a remplacé Moumié, et c'est lui qui est devenu le chef. Et à l'exemple de Ernest Ouandjé, on peut avoir pour corollaire Nelson Mandela. C'est pas Nelson Mandela a dû créer une armée comme
Ernest Ouandié a créé une armée de libération parce qu'il estimait que le pouvoir de Ahidjo était un pouvoir fantoche soutenu par les Français. Mais on a les images où quand même jusqu'à 1975, on voyait que c'est quand même l'armée française. Puisqu'en réalité, les Français étaient partis pour rester, ils étaient toujours là. À la Cour suprême ici, vous aviez les Français. Nous avons un livre de droit civil, le code et loi, le Bouvenet, que nous utilisons ici, à la Cour suprême. Tous les avocats utilisent le Bouvenet. Le Bouvenet, c'est le nom du greffier en chef. C'est le greffier en chef blanc qui avait rassemblé toutes les lois et mis là-bas. Donc, Ernest Ouandié, disons-le très clairement, n'était pas un bandit. D'accord. Mais je dis que le langage du colon de l'époque les traitait de bandits, de maquisards, parce qu'ils étaient dans le maquis. C'est le langage du colon que nous véhiculions. Que nous véhiculions enfants. Vous comprenez, nous étions dans les zones sécurisées. On n'était pas dans le maquis. Donc, dans ces zones-là, et c'est pour ça que je dis que c'est un travail de l'histoire. Mais, pour être très clair, c'était un héros. Un héros. Alors, on va permettre la réalisation de mieux écrire Ouandié pour que nous également, on n'ait pas un procès sur le dos. Et donc, les propos du ministre qui ont été repris, qui sont allés, que vous avez prononcés en 2020 pratiquement, ne visaient pas à dire que Ernest Ouandié était un bandit, parce que les gens ont dit que, voilà, même genre de Dieu Momo l'avait déjà dit. Non, j'avais même bien spécifié qu'il s'agissait d'une provocation. En 2020, j'avais dit qu'il s'agit j'avais dit provocation matinale. Vous ne respectez pas notre champion, Paul Biya. Vous l'insultez. Voici ce qu'on disait de votre champion à vous. Ernest Ouandié, voici ce qu'on disait. Mais ils le savent. Mais écoute, je ne suis pas en train de chercher à leur plaire. Hein? Je ne suis pas en train de chercher à plaire à qui que ce soit. Je dis la vérité. Pour faire ce que Ouandié a fait, il faut être un héros. D'accord. Défendre sa patrie au prix de son sang. Il a refusé même de se faire bander les yeux. Il était même, quand on le voit, on voit ses photos de ce temps-là. Mais c'était des héros qui pouvaient oser affronter les Blancs. Les Blancs qui étaient armés. Entrer dans la brousse, choisir la vie dure du maquis pour défendre les... Il faut être clair. C'était un héros. Avec toutes ses équipes. Bien sûr, il y a eu des dérapages. C'était les luttes. Hein, oui, c'est-à-dire, comme on le voit dans le Nozo, il y a eu des bandits qui se sont infiltrés, qui ont commis des exactions. Mais toujours est-il que c'était un héros. Combien de personnes... Moi, j'ai le plaisir et le privilège d'avoir connu Marthe et Kéméon. Marthe était la femme de Momier. Elle était des Bolova. Moi, je viens des Bolova. J'habitais avec elle. On était ensemble. Je l'ai connue avant sa mort. Donc, je marchais avec elle. Je ne peux pas nier mes relations, n'est-ce pas, avec... Puisque, ici, sur Info TV, il faut que je vous dise la vérité. Je suis avec eux depuis très longtemps. Et je disais même que le PADEC était identifié à l'UPC. À l'UPC, oui. De l'époque, j'ai toujours soutenu ça. Moi, j'étais même plus proche du Manedem de Kane Anissé, qui est d'obédience aux pécistes. Je ne peux pas dire que mes anciens camarades, pour provoquer, quand je les appelle les maquisards, bon, ça vraiment pour rigoler entre nous, quand on est entre nous, on sait bien que Momo est en train de plaisanter. Voilà. Mais le débat, actuel, tu es dans le maquis. Le débat actuel a toute sa raison d'être au moment où il y a quand même beaucoup d'éléments historiques au Cameroun qui sont ignorés ou qui sont biaisés. Oui, tout à fait. C'est un débat qui a sa raison d'être. Et je regrette simplement que les gens exploitent ce débat pour créer, n'est-ce pas, une sorte de tribalisme entre nous. C'est-à-dire pour opposer les tribus entre elles. Il n'y avait pas les tribus à cette époque-là. L'UPC a rassemblé pratiquement les peuples du Cameroun. L'union des populations du Cameroun. Ce n'était pas l'union des Bamileke ou l'union des Bassa. Les Bassa et les Bamileke étaient les plus en vue. Mais Wungli Masaga, que j'ai connu, que j'ai rencontré, qui venait à notre
école politique, puisque au Manidem, on avait une classe politique où on venait apprendre la politique, à Douala. Wungli Masaga venait exposer là-bas. Donc j'ai même une photo avec Wungli Masaga où, quand il est venu, Wungli Masaga n'était pas Bamileke, n'était pas Bassa. Afana n'était pas Osende Afana n'était pas Bamileke. Il n'était pas Bassa non plus. C'est vrai, il y avait aussi les Bassa. Kingé est de chez moi. Il est de Fokwe, dans de Tchan, de la Menoie. Donc oui, c'était un mélange. Il ne faut donc pas que les gens s'approprient l'UPC et le combat des nationalistes. C'était des nationalistes. Je refuse qu'un groupe, une tribu s'approprie le patrimoine commun. C'est un patrimoine commun que nous devons valoriser, que nous devons respecter. Voilà ce que j'ai à dire vraiment sur cette question en toute froideur et en toute franchise, en toute sincérité. Voilà ma position officielle. Une question d'un internaute qui nous ramène justement à vos fonctions officielles de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Bernard Bouli vous demande pourquoi vous ne soutenez pas les opposants en prison alors que vous avez déclaré que vous êtes là pour défendre les droits de l'homme. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Je les soutiens comment? En leur donnant à manger. Il y a la ration, n'est-ce pas, que nous payons. Nous les soutenons. C'est un... Voyez-vous, Jean Jersey, j'ai très mal pour ces gens qui sont en prison. Et comme vous ne le savez peut-être pas, mon neveu est parmi eux. Il s'est retrouvé là, parmi eux. Et je n'ai pas pu le sortir parce que lui, il n'était même pas un politicien. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que ce sont des prisonniers politiques? Non, il n'est pas. Ils ont été attrapés dans une marche interdite. Oui. Il y avait une marche. Et moi, j'avais dit dans le groupe familial que personne ne doit sortir. Ne sortez pas, restez chez vous. Il était sorti. Il était parti du marché Mokolo. Il a dit qu'il partait donner de l'argent. Et puis, il s'est mis dans le mouvement, à filmer ce qui se passait. Donc, bref, j'ai mal pour eux. Non pas seulement pour mon neveu, mais pour mes amis qui sont là. Alain Fogué, c'est mon ami. Alain Fogué, on se connaît. J'ai mal pour lui. Les Bibou Nissar, là, ce sont des petits frères que je connais. Vous croyez que... Vous n'enfilez pas votre toge d'avocat pour eux? Pour eux, oui. Non, c'est que moi, je suis du ministère public. Un ministre de la Justice, il est du ministère public. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas la justice civile qui les a condamnés. C'est la justice militaire. Parce que l'infraction, c'était plutôt une infraction qui relève de la justice militaire. Ils n'ont pas été jugés. Mais le problème, c'est que j'aurais pu les aider. Nous aurions pu les aider en appel. Parce qu'en appel, c'est le juge civil. Et nous étions vraiment préparés à ce que... Quand vous dites nous, il s'agit de qui? C'est-à-dire que nous, de la justice civile, à donner, n'est-ce pas, à prescrire, puisque nous, on n'intervient pas dans les affaires de justice. Oui. Mais le procureur général nous représente. Le procureur de la République nous représente. Nous pouvons lui dire de prendre des réquisitions dans tel sens. C'est-à-dire que, comme ils avaient été condamnés à 7 ans, nous aurions pu naturellement dire, par exemple, au ministère public, de prendre des réquisitions pour ramener, n'est-ce pas, le quantum de la peine. Ce n'est pas enfreindre un peu la liberté de la justice? Non. C'est quoi? C'est notre rôle, non? Le ministère public, c'est qui? Qui arrête les gens pour mettre en prison? Qui poursuit? C'est notre rôle. Le ministère public, oui. Oui, c'est nous le ministère public. Vous croyez que nous, on est quoi? On est le ministère public, c'est-à-dire que c'est nous qui devons protéger la veuve et l'orphelin, les biens des gens et leur liberté. C'est à nous de protéger les biens des gens et les libertés individuelles. Donc, quand il y a une condamnation aussi violente, aussi forte, nous prescrivons, n'est-ce pas, une légèreté. Et le procureur doit pouvoir persuader le juge que vraiment, 7 ans c'est beaucoup, il faut ramener, etc. Ils ont compris la leçon dans ces réquisitions. Mais régulièrement, oui. Il se trouve que ici, les avocats n'ont pas introduit le recours à temps. Comme on dit qu'est-ce qu'ils font en prison? Ils ne sont pas en prison de notre fait, ils sont en prison du fait de leur avocat. Leur avocat a introduit tardivement le recours. Quand on vous juge là, on dit que vous avez 10 jours pour faire appel, pour interjeter appel.
Si vous venez après 11 jours, vous êtes forclos, vous êtes d'accord avec moi? Et si vous êtes forclos, le juge de l'appel a les mains liées. Il ne peut plus examiner le fond. Donc si vous venez maintenant là, vous allez purger votre peine. On dit que la condamnation est devenue définitive. Mais vous pouvez faire des recours, aller jusqu'à Cour suprême, ça ne changera rien. Monsieur le ministre, mais c'est quand même des peines assez lourdes pour des acteurs, des enseignants d'université et autres, juste pour avoir marché. C'est vous qui dites que c'est juste pour avoir marché. Moi, j'ai dit que ce n'est pas, moi, je ne suis pas le juge. Je vous ai dit que je suis de l'exécutif. Et je n'interviens pas dans le judiciaire. Mais je ne suis pas là pour juger le juge. Vous êtes en train de me demander de juger le juge. Vous-même, vous êtes en train de juger le juge. Oui, vous êtes fort, hein? Non, on n'a pas jugé le juge. On vous pose la question. Vous dites que le juge a condamné trop fort. Oui, ça c'est une opinion. Mais le juge condamne en fonction de ce qu'il voit dans l'infraction et ce qu'il a dans le dossier. Or, nous étions dans une infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire que les marches là visaient, ce n'était pas que quelqu'un s'est mis à marcher. Les gens marchent là dehors tous les jours. On n'attrape pas les gens qui marchent. Mais la marche est démocratiquement correcte. Elle était interdite. Oui. Quand elle est interdite, et que vous forcez pour marcher, elle devient insurrectionnelle. Vous êtes en pleine insurrection, en pleine désobéissance, en pleine rébellion. Je ne dis pas que... Je dis ce que le juge va... La lecture du juge, ou au moins la lecture du commissaire du gouvernement qui va envoyer, ou du juge d'instruction qui va envoyer l'affaire. Mais maintenant, la lecture du politique. Toutes les marches pensées par l'opposition sont systématiquement interdites, ce qui amène quelques institutions internationales à penser qu'on a un problème avec la démocratie dans notre pays. Non, on n'a pas un problème. Il faut d'abord qu'ils voient les autres aspects de la démocratie. La liberté d'expression, y compris la liberté qu'ils ont d'aller taper les ministres dans les machines. Vous voulez ce genre de démocratie, n'est-ce pas? Penchez-vous à l'autre aspect de la démocratie, où on insulte les ministres, on insulte le gouvernement, maintenant on les tape même. Penchez-vous un peu sur ça. Vous, quand on vous insulte, vous riez. Par contre, pour répondre à votre question, répétez-la moi encore. Alors, les marches sont systématiquement interdites. Oui. Vous avez des marches conflictogènes. Des marches qui risquent d'aboutir au trouble à l'ordre public. C'est une magie. Hein. Vous comprenez? Comment on fait pour avoir cette vision? C'est-à-dire, comment on fait pour avoir cette vision? Un type qui dit que vraiment, on va casser tout, on va marcher, de gré ou de force. Là, quand il vient là, il vient avec le courroux. N'importe quel malfrat, quel bandit peut se mettre au milieu d'eux pour casser les choses et on va leur imputer cela. Donc, vous ne pouvez pas contrôler des gens qui viennent marcher en colère. C'est conflictogène, pourquoi? Parce que c'est des marches initiées par la colère. Ces marches initiées par la colère sont différentes des marches initiées par la joie. Il y a des marches de joie. Oui. Les lions indomptables ont gagné. Spontanément, les gars courent pour manifester leur joie. Ils ne vont rien casser. Ils sont trop heureux. Mais les gens qui marchent étant en colère vont déverser leur colère sur le taxi qui passe, qui n'avait rien à y voir. Ils vont casser le taxi avec les passagers dedans. Ils vont blesser quelqu'un. Ils peuvent blesser quelqu'un. Donc, on doit interdire. Parce que il y a le trouble à l'ordre public. Il y a le risque. Le sous-préfet va dire non. Je ne prends pas ce risque-là. Alors, à cette rentrée judiciaire du 21 février dernier, vous étiez assis aux côtés du Premier ministre, chef du gouvernement. Là-bas, on a entendu le Premier président dire qu'il faut aujourd'hui que toute restriction abusive de la liberté est formellement prohibée. Il faut garantir une application stricte de la loi pour préserver les droits fondamentaux des citoyens. Tous les acteurs doivent jouer pleinement leur rôle dans la consolidation d'une justice impartiale et transparente. Lorsqu'on l'écoute, on a envie de demander,
à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à vous ou il s'adresse au corps judiciaire qui connaît quand même ces problèmes de lenteur judiciaire, de loi assez difficilement? Non, je pense qu'il s'adresse à nous tous. Oui. Il rappelle simplement les principes de l'état de droit Oui. que nous construisons. Nous sommes dans un état de droit qui respecte les opinions de chacun. Ce n'est pas parce que tu n'es pas de même parti que moi que je vais t'étrangler, que je vais t'enfariner, que je vais te tuer. Parce que les gens qui nous promettent la mort, ce sont les gens qui nous promettent la mort parce que nous ne pensons pas comme eux. Qui n'ont pas le pouvoir et qui disent que, attendez, le jour que nous allons prendre le pouvoir, Momo, tu vas porter le cabas sur ta tête pour fuir au Nigeria. Ils n'ont même pas encore le pouvoir, qu'ils me promettent déjà la mort atroce qui me sera réservée quand ils vont avoir le pouvoir. Donc on leur rappelle simplement que nous sommes dans un état de droit où il faut respecter les opinions de chacun. Si tu es UPCiste, MRCiste, SDF, PADEC, tolère que d'autres soient du RDPC. Que le RDPC tolère que d'autres soient du MRC Et aussi. que le RDPC tolère que les autres soient du Parce que RDPC. lorsqu'ils parlent, ils disent que toute restriction abusive de la liberté est formellement prohibée. Oui. Là, ils s'adressent au gouvernant. Il s'adresse au gouvernant Il s'adresse au MINAC. parce que le gouvernant, il s'adresse aussi aux gendarmes, Oui. il s'adresse à la police, il s'adresse à ceux qui peuvent profiter de leur posture. En observant qu'il y a quand même des cas d'abus. Et il y a des cas d'abus. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour combattre les cas d'abus. Quel est mon rôle? C'est de combattre les abus. Monsieur, je vous ai dit que... Mais les abus, c'est par exemple interdire la dédicace d'un simple livre de Cabral Libby. Les abus, non, ça c'est autre chose. Les abus dont il parle, c'est par exemple un policier qui tape sur un citoyen. Sur un avocat. Parce que Sur un avocat, vos par exemple. confrères en ont subi ces derniers temps. Oui, et je condamne ça. Je voudrais profiter ici pour fustiger. Pas simplement parce que ce sont des avocats, mais je fustige toute violence. Les violences sur les forces de l'ordre et les violences des forces de l'ordre sur les citoyens. Nous fustigeons ça. Tous deux sont condamnables. C'est-à-dire que si cela arrive, je vais engager les poursuites judiciaires contre l'un ou contre l'autre, selon que c'est lui, contre l'agresseur, selon qu'il soit policier, gendarme, militaire, ou qu'il soit civil, qui agresse, parce que c'est vice-versa. Et je dis qu'on a aussi vu des cas où c'est les gendarmes contre les policiers, c'est les policiers contre les militaires. Ou les civils qui s'en sont pris aux policiers. Voilà, c'est ça. Donc, nous devons fustiger toutes sortes de violences. Mais ce n'est pas institutionnalisé. C'est-à-dire que personne, aucun chef n'a prescrit à un policier ou à un gendarme d'aller taper un citoyen. Des actes isolés. Et ce sont des actes isolés. Et qui sont créés peut-être dans l'environnement. Parce que j'ai vu des cas où je n'explique pas. Où l'avocat, un avocat, comment le policier sait que tu es avocat? Si tu es dans la ville, dans un champ, habillé normalement. L'avocat, c'est sa robe qui fait voir qu'il est avocat, qui l'identifie. Là, l'habit fait le Il moins. est au palais. Il est au palais. Et c'est là-bas qu'il est couvert, n'est-ce pas, de son immunité. Il est couvert de sa robe. On ne peut... Mais si c'est un citoyen normal, on ne pouvait pas dire qu'on a tapé. C'est pour ça qu'elle dit que ce n'est pas parce qu'il est avocat que j'interviens. C'est parce que je ne veux pas qu'on tape sur quelqu'un. Les violences doivent être fustigées, punies. D'accord. Ça dit que ça vienne de qui que ce soit. Défenseur des droits de l'homme que vous êtes. Oui. Aujourd'hui, vous êtes au ministère de la Justice. Et je suis toujours le défenseur des droits de l'homme là-bas. Alors, comment vous faites lorsque vous jetez un coup d'œil du côté de Kondengui, lorsque on observe une surpopulation carcérale, lorsqu'il y a un nombre encore élevé de prévenus, des gens qui attendent indéfiniment d'être jugés, mais qui sont gardés dans ces prisons? C'est des cas de droits de l'homme qui doivent vous préoccuper. Oui, c'est préoccupant. C'est préoccupant, et c'est pour cette raison que vous parlez de Kondengui. Mais la difficulté, on a une difficulté budgétaire, les moyens financiers pour agrandir les prisons, pour construire de nouvelles prisons. Les amis
C'était pourtant annoncé il y a quelques années pour Douala ou pour Yaoundé. Pour Douala, Ngoma est en train d'être construit. Oui. D'ailleurs, on est en train de transférer déjà les prisonniers là-bas à Ngoma. Donc, c'était annoncé, ça se fait. Mais j'étais en train de dire les difficultés. Oui. Les difficultés, c'est que la justice est le parent pauvre de l'administration. Si vous voyez notre budget, il est maigre. Il est maigre par rapport aux attentes. La justice souffre d'injustice, là. Oui, et la justice souffre d'injustice. On ne nous donne pas suffisamment de moyens. Mais on attend beaucoup de nous. Moi, je disais que je ne peux pas demander aux pays amis de m'aider à construire une prison. Et en tant que politicien, je ne peux pas dire à ma population que je vous aime beaucoup, je vais construire une prison chez vous. À Kondengui, ici, on a voulu agrandir la prison. La population a sorti les machettes. Ah, et que vous venez, c'est chez nous que vous voulez mettre les criminels. C'est chez vous, même ici, quelque part à Yaoundé, là. Donc, on a déjà l'opinion publique qui est contre. Vous n'avez même pas déjà l'argent pour construire une prison. Mais même le jour que vous avez l'argent, il n'y a aucun territoire ne veut abriter la prison. Mais puisque vous n'avez pas les moyens pour construire une nouvelle prison, pourquoi est-ce que c'est aussi lent de juger ceux qui attendent et qui saturent aujourd'hui les prisons? Oui, vous savez, ce n'est pas D'abord, vous avez parlé des prévenus, c'est-à-dire de ceux qui sont placés en mandat de détention et sans jugement. Moi, je vais les dire. Qui sont nombreux. Ils sont nombreux. Je vais le dire ici aujourd'hui, encore une fois. Supposons que un individu viole l'enfant d'autrui, un enfant de 8 ans, et qu'on l'attrape pour mettre en prison. Oui. C'est-à-dire, c'est la détention préventive. Donc, maintenant, vous ne voulez pas que je le mette en prison. Supposons que je le laisse en liberté, qu'il comparaisse libre. On va dire que chaque fois qu'on arrête les bandits, moi je les libère. Donc vous voulez qu'il soit jugé rapidement. Oui. Qu'il ait un statut de détenu. Comprenons bien que la difficulté c'est ça. Il n'y a pas qu'un seul cas. Il y a combien de commissariats à Yaoundé, Jean Jarzé? Et combien de brigades? Et il y a le tribunal de Kounou, le tribunal de Yaoundé Centre, qui doivent recevoir tous ces gens-là. Pour Mendon, on n'est pas encore opérationnel. Parce que c'est occupé par le tribunal administratif. Donc, regarde tout le flux des gens qui ont commis les infractions qu'on va envoyer chez le procureur. Le procureur, lui, il travaille parfois jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures du matin pour solutionner les cas. Chaque jour. Parce qu'il faut qu'on lutte simplement qu'il y ait moins de crimes. D'abord. S'il y a moins de crimes, les prisons ne seront pas saturées. Mais tant qu'il y a les crimes, on est obligé de les mettre en prison et de les juger progressivement. Donc les lenteurs judiciaires ne sont pas au sens propre, au sens premier du terme des lenteurs. Non. C'est le résultat d'un ensemble de conjonctures. Oui. C'est le résultat d'un ensemble de choses. Le juge ne peut pas garder les gens par le plaisir. Le juge est là pour juger. Parfois, il y a telle formalité qui n'a pas été accomplie. La citation n'est pas de retour. Parce qu'il faut citer, il faut que un jugement soit contradictoire, il faut qu'on cite le témoin, il faut qu'on cite... Donc on va renvoyer pour citer tel témoin. Ou bien c'est l'avocat qui demande le renvoi pour connaître le dossier, parce qu'il vient d'être constitué. Vous n'allez pas lui refuser ça. Donc, ainsi de suite, on va avoir 3, 4 renvois avant le jugement. Alors, comptez le nombre de tous ceux qu'on a déférés et qui vont comparaître. Quand ils viennent, quand vous passez, si vous les voyez, ils sont dans le camion. Ils sont nombreux, dans plusieurs voitures. Et il faut qu'on les juge. Mais on juge très facilement et très rapidement ce qu'on a arrêté parce qu'ils voulaient marcher. Si on juge... Non. Là, c'était le tribunal militaire. Ouais. On ne les a pas jugés très rapidement ou très facilement. Il y a eu une instruction. Le juge d'instruction a travaillé longtemps. Ils étaient placés sous mandat, mais ils sont partis du CED au tribunal militaire, du tribunal militaire en jugement. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas une justice expéditive. Ce n'était pas une justice en raccourci. On ne fait pas ce genre de discours. C'est-à-dire que, malheureusement, tout le travail, tout le bon travail que nous faisons est mal perçu et critiqué.
ont fait un excellent travail avec les moyens de bord. Les juges, là, ils souffrent, ils gagnent combien? Et ils travaillent sur vos dossiers, là. Mais franchement, il faut aussi avoir pitié d'eux. Mais personne ne pense à eux. Je dis que jusqu'à 2 heures du matin, ils sont en audience. Vous venez trouver un juge avec plein de dossiers comme ça. Le soir, il va aussi manger quand? Vous les d'ailleurs, regarde, nos magistrats là, vous les voyez nulle part. Vous les voyez où? Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Vous les voyez où? Ils n'ont pas de vie, ils sont dans les dossiers. Et parfois, ils ne regardent même pas la télé. Ils ne découvrent même pas vos choses là. Parce qu'ils sont dans les dossiers. Ils n'ont peut-être Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas lu ce que vous avez publié sur votre page Facebook, qui est, je veux dire, la sentence du tribunal arbitral du sport, pour sortir par là, qui autorise, qui demande à la Confédération africaine de football d'introduire la candidature de Samuel Eto'o au COMEX de la CAF. Vous l'avez publié, c'est comme une jubilation pour vous. Non, disons que comme chacun sait, je suis un fan de Samuel Eto'o, oui, en même temps qu'un ami du ministre des Sports. Oui. Et un collègue, et que je suis solidaire de l'action gouvernementale. Mais il n'empêche que j'encourage Samuel comme étant une icône. J'aimerais qu'il réussisse. J'aimerais qu'il réussisse. Et il a choisi, n'est-ce pas, d'aller se présenter là-bas. S'il peut gagner là-bas, à la CAF, c'est bien. Au moins, il fait taire ceux qui disent qu'il était en train de chercher la présidente de la République. Il vous montre que non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Voilà ce qui l'intéresse. Mais même quand il va là-bas, vous le chassez. Vous ne voulez pas, vous ne le soutenez pas. Est-ce que c'est normal? Parce que lui, il a fait un tacle également par derrière, un autre Camerounais qui était là-bas. Mais qui? Un tacle comment? Seydou Momo Djoya. Oui, mais ils étaient deux. Ils étaient deux. Ils visaient la même chose. Il aurait pu le soutenir, non? Mais pourquoi lui, il le soutiendrait alors que lui-même, il veut? Vous voulez qu'il se fasse harakiri? Vous ferez harakiri? Ça peut arriver. Non, c'est une question d'ambition personnelle. C'est une question, oui, d'ambition personnelle, comme je l'ai dit. Alors, c'est-à-dire que d'ambition professionnelle. Oui. Vous pensez que... C'était quand même un spectacle de deux compatriotes. Notre frère Joya, oui, lui, il est sénateur. Il est en train de faire une carrière. C'est sa gare là-bas. C'est sa gare là-bas. Il a une carrière politique qu'il est en train de mener ici. Oui. Hein? Il a une carrière politique qu'il préserve, qu'il garde et qui est bien. Et l'autre, il n'est pas dans la politique locale. Il veut faire la politique internationale. Au niveau de la CAF, peut-être un jour de la FIFA. Mais on dit de vos différentes sorties sur les réseaux sociaux que vous avez quelque peu banalisé la fonction de ministre. Vous êtes très présent. Oui, et c'est ça qui me surprend. Ils disent que non seulement je suis... D'autres même m'appellent même bouffon, que je suis bouffon. D'autres disent que je suis quoi là, immature, tout ça, pour la fonction. Mais en même temps, c'est les mêmes qui saluent... Ils reprochent aux autres qui ne sont même pas visibles sur les réseaux sociaux. Oui, ils reprochent aux autres ceux qui ne sont pas visibles. Mais en même temps, c'est eux qui applaudissent quand Obama va manger le hamburger dans les McDonald's. Quand vous allez au tournoi d'eau, ils trouvent que vous êtes immature. Voilà, vous voyez, non. Ils trouvent que j'ai trop banalisé. Je suis un homme du peuple. Mais comment vous réussissez à ne pas changer depuis que vous êtes là, ça fait 6 ans? Vous êtes resté genre de Dieu Momo qui peut aller au 2-0, qui peut aller au Héroux, qui peut aller au tournoi d'eau. Vous n'êtes pas devenu un peu monstre comme certains une fois qu'ils sont nommés. Non, je pense que c'est tout à fait normal. Et puis, 6 ans, c'est quoi par rapport à 6 ans pour un type qui a 65 ans? C'est quoi par rapport à mes 59 ans? C'est-à-dire que je suis un homme du peuple. Oui. Je vis avec le peuple. Je vis dans le peuple. L'autre jour, on était au marché central. Et mes gars, qu'on peut vous dire, parfois je leur dis, ne me suivez pas, restez loin. Parce que vous allez effrayer les gens. Les gens viennent pour me saluer. Ils vont vous couper du peuple. Oui, ils veulent me couper. Je dis que non. Quand je sors avec eux, je leur dis non, vous restez loin. Parce que le peuple aime mon contact. Je suis du peuple. Je suis ici du peuple. Le peuple, les gens m'aiment pourquoi? Parce que ils me reconnaissent en eux. Et vous êtes vrai. Oui. Et ceux qui me vilipendent,
qui me traite de... J'ai prononcé le mot tout à l'heure. Des immatures. Des matures. Et un autre mot, il y avait un autre mot. Bouffon. De bouffon. Oui. Prenons le bouffon. Le bouffon fait rire, n'est-ce pas? Le bouffon. Est-ce qu'un ministre, ça doit faire rire? Non, attendez, le bouffon fait rire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut imaginer un politicien qui fait un discours sans mettre une note d'humour qui va faire rire? Le président, lui, il intègre toujours quelque chose. Quand le président dit qu'on les a mis dans la sauce. Hein? Quand le président lui-même dans son discours dit on les a mis dans la sauce. C'est pour chercher l'effet populaire là, non? Moi, j'ai fait... j'ai été formé comme parmi les African Emergent Leaders. Il y avait les British, les Anglais, le British Council et d'autres groupes de Londres qui étaient venus dans les années 90, 2000. 2000, oui, 2000. Dans les années 2000, pour former les African Emergent Leaders, les leaders émergents d'Afrique, oui. dont les jeunes gens, il y avait, on sélectionnait parmi les journalistes, parmi les corps d'avocats, parmi plusieurs corps de métiers, ceux qui font parler d'eux, ceux qui sont des leaders. Donc, pour nous apprendre comment présenter un discours public. Et j'avais remarqué que il faut mettre l'anecdote qui va faire retenir votre discours, qui va faire rire, mais en même temps qui va faire retenir votre discours. Ceux-là qui parlent, c'est parce qu'ils n'ont pas fait l'école politique comme nous. Oui. Il faut mettre un mot qui va faire retenir. Quand je dis, par exemple, que on n'insulte pas celui qui partage la viande dans la réunion, ce sont des termes qui vont faire que vous allez retenir ce que j'ai dit. C'est très important. Vous allez garder. Donc, dans les termes, dans l'école politique, on fait cela. Bon, maintenant, bouffon. Quand vous parlez de bouffon, je dis les admirateurs de Coluche en France, qui est un célèbre, qui a été vraiment célèbre. Est-ce que vous insultez le métier là? Vous insultez son métier, le métier qui donne la joie, qui égaye les gens. Et au plan local. Et qui nourrit l'homme. Qui nourrit l'homme. Qui nourrit l'homme. Au plan local, les moustiques le charismatique, les Tiégégé international, même Steve Fa dans sa manière de faire. Tandis chacun a un rôle. C'est-à-dire que pour amuser, pour attirer l'attention, et ma foi, il n'y a que les ignorants pour criminaliser une qualité. C'est une qualité que d'avoir, n'est-ce pas, que de faire de la bouffonnerie. D'accord, c'est une qualité qu'on apprécie beaucoup. On va sortir de l'émission. Vous avez des amis qui pensent que vous êtes allé à l'école, mais vous n'avez rien retenu de l'école. Vous voulez parler de monsieur Bayebek? C'est votre ami? Non, non, pas du tout. Vraiment. Il ne peut pas être votre ami? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Non, je vais dire, c'était la première fois, je crois, qu'on se voyait, peut-être la première fois ou la deuxième, mais je crois que c'était la première fois. Donc on ne se connaît pas bien. Il me voit dans les réseaux sociaux, dans les trucs, comme moi aussi. Mais ça, c'était un jugement de valeur. Oui. Pour répondre à ça, j'ai dit, je ne commente pas les commentaires. D'ailleurs, je n'avais pas répondu. Vous n'êtes pas allé rencontrer encore sur un plateau? Je n'avais pas répondu. Pardon? Vous êtes prêt à le rencontrer encore sur un plateau? Moi, ça ne me gêne pas. Le problème, c'est simplement que quand vous êtes sur le plateau avec lui, il faut pas hurler avec le loup. Les gens ne vous entendront pas. Oui. Or, quand je viens sur un plateau de débat, j'ai mon message à passer. Quoi que vous fassiez, je passerai mon message. Je veux dire, quand si ce n'est pas une interview comme ici, si c'est un débat, rassurez-vous que quand Momo vient sur un plateau de débat, son message va passer. J'ai mon message. Et donc, si je vois que vous allez perturber mon message, je vous laisse vitupérer, aboyer, faire ce que vous voulez.
Quand vous serez fatigué, calculez le bon moment. Passe mon message. C'est ça la communication. Tous les messages de Jean de Dieu Momo sont passés ce soir. Il reste un soutien au président Paul Biya. Il n'a jamais dit qu'Ernest Ouandjé était un bandit. Le G20 est en train de se reconstituer et pourrait même être un peu plus large pour soutenir les questions d'âge importent peu. L'Église doit tenir son rôle et ceux qui veulent beaucoup s'engager doivent enlever la robe pour devenir véritablement des hommes politiques. C'est un défenseur des droits qui est très marqué par l'incarcération de certains de ses amis tels que le professeur Fogué et autres. Oui, ça me gêne beaucoup. On vous dit merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté prendre de votre temps à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme pour répondre à nos questions. Oui. Grandement merci. Merci Jean Jarzé de m'avoir donné l'opportunité, l'occasion, le privilège de m'exprimer à vos téléspectateurs ici encore une fois. Et pour sortir, je voudrais saluer Alain Fogué, le professeur Alain Fogué, et lui dire tiens bon mon ami. Et tous les autres, mon petit frère, mon neveu qui est là aussi, et puis Bibou Nissak qui sont là, et tous leurs camarades, pour dire vraiment je regrette ce qui vous arrive là. Ça ne devrait pas arriver. Ça aurait pu être, une solution aurait pu être trouvée si le recours avait été introduit. Et c'est pour ça que j'avais suggéré qu'ils introduisent un recours en grâce. Parce que si on introduit un recours en grâce, je peux l'acheminer au président de la République pour dire ouais, pardon, vraiment. Mais ils m'ont dit que non, c'est bientôt fini. D'accord. Ils m'ont dit, parce qu'ils m'ont dit, ils ont presque purgé, donc ils ne voient pas l'intérêt de faire un recours en grâce. Ouais. En tout cas, c'est terminé pour ce programme. N'oubliez pas les différentes rediffusions. Samedi, 7h, dimanche, 7h et lundi, 12h30 pour resuivre, réécouter ce programme. À vous la parole. On vous dit merci, à bientôt avec un autre invité. Très bonne soirée.